Un des enseignements que je retire de l'enquête que j'ai menée ces 10 dernières années, c'est que l'histoire du virtuel, du point de vue lexicographique, c'est-à-dire l'histoire de ce que j'ai appelé le lexique du virtuel, est vraiment passionnante. Parce que c'est une histoire qui est faite d'une succession d'aléas qui semblent tout à fait plus improbables les uns que les autres. Alors l'histoire commence avant même l'invention du mot virtuel, enfin en latin virtualis, parce que cette invention elle est tardive, au sens où c'est pas un mot qui figure dans le Gaffio, virtualis. Et l'histoire commence en gros au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque d'obscurs traducteurs de la Bible décident de traduire le mot grec qui veut dire la puissance, le pouvoir, donc dynamis, qui est un mot tout à fait important dans la Bible, mais aussi en philosophie. Et donc, ces traducteurs décident non pas de traduire dynamis par potentia, comme on le faisait, mais par virtus. Bon. Alors, virtus, donc, signifie, à partir de là, la puissance, qui n'était pas du tout son sens initial. Si on se transporte au VIe siècle, après Jésus-Christ, alors on trouve dans les écrits de Boès, le grand philosophe Boès, de langue latine, on trouve un traité, alors il y a plusieurs traités de logique écrits par Boès, et notamment des traductions des traités d'Aristote. C'est pour ça que Boès va servir de base à l'enseignement de la logique dans la période médiévale. On trouve parmi ces traités un traité qui s'occupe de classifier les différentes sortes de tout. Différentes sortes de totalité. Alors Boès remarque que il y a le tout que constitue un genre par rapport à ses espèces, il y a le tout que constituent les espèces par rapport aux individus qui constituent l'espèce, il y a le tout que constitue par exemple une maison faite d'un certain nombre de parties, mais ça ne suffit pas. Et il se trouve qu'il existe une autre sorte de tout qui ne rentre pas dans les catégories précédentes. Et ce tout, c'est par exemple, dit Boès, le tout que constitue l'âme, constitué d'un certain nombre de facultés. Donc, c'est un tout qui est constitué de puissance. Or, il se trouve que lorsqu'il définit ce tout, eh bien justement, il utilise le mot virtus. C'est un totum, donc le tout, quod ex virtutibus constat, un tout qui consiste en vertu, littéralement. Et l'exemple paradigmatique, pratiquement le seul exemple, en réalité le seul exemple de totalité de ce genre, c'est justement l'âme constituée d'un certain nombre de puissances, c'est-à-dire de facultés, étant entendu que justement virtus ici s'explique puisqu'il traduit dynamis, et c'est le terme dynamis qui était employé par Aristote, par Platon, pour désigner les différentes facultés de l'âme. Donc c'est une étape très importante. Il se trouve que les traités de Boès vont servir de base à l'enseignement de la logique médiévale, et si on se transporte cette fois-ci au XIIe siècle, lorsque les théologiens, les philosophes, vont traiter de l'âme, inévitablement, ils vont faire référence à ce tout qui a été bien identifié et décrit par Boès. Sauf que, dans l'intervalle, le mot virtualis, l'adjectif virtualis, qui relève de ce qu'on appelait autrefois le latin de cuisine. Enfin, il a été inventé, et donc le tout constitué de puissance de Boès, ça va être raccourci en la formule totum virtuale. Voilà. Et ce totum virtuale, donc ce tout virtuel, c'est vraiment l'entrée, ça marque l'entrée du virtuel, en tout cas sous un aspect du point de vue du lexique, dans le champ de la philosophie. Bon, évidemment aussi de la théologie, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont vraiment à la frontière entre la philosophie et la théologie. Alors ce qui est remarquable, c'est que tout au long du XIIe siècle, c'est à partir de là qu'on trouve l'adjectif dans le champ philosophique. Ce qui est remarquable, c'est que c'est le seul exemple, c'est le seul emploi de cet adjectif. Chaque fois qu'on voit virtuel, on peut être sûr qu'il s'agit du tout virtuel et on peut être sûr que l'auteur fait référence implicitement ou explicitement à Boès.
Alors évidemment, on pourrait avoir l'impression rétrospective, l'illusion rétrospective que c'est Boès lui-même qui a employé le mot virtuale, ce qui est complètement faux, parce que le mot n'existait pas à son époque. Mais enfin, ça devient le totum virtuale. Alors, dans les siècles qui suivent, en particulier le suivant, le XIIIe siècle, alors les grands noms de la philosophie scolastique, de la philosophie médiévale, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Henri de Gand, etc., vont évidemment utiliser ce mot. Ils vont diversifier les emplois. Et il m'a semblé qu'on pouvait quand même noter en particulier 4 sens nouveaux très, très importants. Le premier, c'est la contenance virtuelle. Contenir virtuellement, c'est par exemple les prémices d'un raisonnement ou les prémices des principes d'une science qui contiennent virtuellement les conclusions de cette science ou les conclusions de ce raisonnement. Contenance virtuelle. Qui vient du néoplatonisme. Alors ensuite, il y a la quantité virtuelle. Quantité virtuelle qui va s'opposer à la quantité de masse, la quantité qui consiste en l'espace. Alors non, ça c'est une quantité qui n'est pas spatiale, qui n'est pas spatialisée. Et l'origine de la distinction entre les deux types de quantités, c'est cette fois-ci Saint-Augustin. Ça devient la quantité virtuelle. Évidemment, Saint-Augustin ne pouvait pas dire quantité virtuelle, mais ça devient la quantité virtuelle. Ensuite, il y a le contact virtuel. Alors le contact virtuel, c'est la façon dont les puissances surnaturelles, par exemple les anges, les démons, les puissances spirituelles, non matériels, vont agir dans le monde, parce qu'ils doivent agir dans le monde, mais ils ne peuvent pas agir par un contact matériel, physique, ils doivent agir par un contact, parce que ça c'est ce qu'exige Aristote, mais pas par un contact physique. Donc ça devient le contact virtuel, c'est le mode d'action des puissances spirituelles dans le monde. Et enfin il y a l'intention virtuelle, alors c'est un peu plus tardif, mais l'intention virtuelle, il s'agit de répondre à un problème dans l'administration qui concerne l'administration des sentiments, des sacrements. Parce que se passe-t-il si au moment de dire je te baptise, le prêtre pense à autre chose et distrait, comme ça peut arriver. Alors est-ce que l'enfant est baptisé ou pas? Alors la réponse est oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'une intention actuelle de l'officiant, il suffit qu'il ait l'intention virtuelle et que cette intention virtuelle, en quelque sorte initiale, c'est une espèce d'impulsion qui a présidé initialement au baptême. Et il suffit que cette intention virtuelle n'ait pas été contrariée. Alors voilà, ça fait 4 sens. On est au XIIIe siècle. Évidemment, dans les siècles qui suivent, le mot va se répandre, en particulier sous la plume des théologiens. De telle sorte qu'on arrive au XVIIe siècle avec ce lexique du virtuel qui a littéralement envahi le vocabulaire des théologiens. Il y a toutes sortes de choses qui deviennent virtuelles ou qui apparaissent comme étant virtuelles sous la plume des théologiens. Et la pression lexicale, la fréquence en quelque sorte de ce terme et du lexique de la virtualité, cette pression, elle est telle que finalement le lexique parvient à s'immiscer dans le vocabulaire des philosophes. Même si les philosophes en question sont des partisans de nouvelles philosophies qui rompent avec la scolastique et qui plutôt a une attitude de rejet. Alors il y a Leibniz qui n'avait pas cette réaction de rejet à l'égard de la scolastique, mais enfin en règle générale la nouvelle philosophie du XVIIe siècle, rationaliste, va plutôt se méfier de tout ce qui concerne la scolastique. Sauf que sous la plume de gens comme par exemple Mersenne, on va trouver des sons virtuels. Alors qu'est-ce que sont les sons virtuels? Mais dans la logique de Port-Royal, on trouve la chaleur virtuelle. Ça aussi, c'est un héritage direct de la période médiévale. Sous la plume d'Arnaud, on trouve la réflexion virtuelle. Donc c'est bien la preuve que ce terme, ce lexique, finalement, est parvenu à rentrer dans le vocabulaire de la philosophie. Et qui plus est, les auteurs en question vont trouver le moyen de donner un sens à ce terme virtuel compatible avec la philosophie rationaliste, mécaniste. En effet, qu'est-ce que la chaleur virtuelle, par exemple? La chaleur virtuelle, c'est la cause de la chaleur. C'est ce qui va être, parce que la cause contient virtuellement son effet. Et donc, la cause, même si c'est une cause mécanique, c'est ce qu'on pense, la cause de la chaleur
même si c'est un mouvement par exemple, peut être qualifiée de chaleur virtuelle parce qu'elle contient en puissance, selon les critères de la philosophie médiévale, son effet. Et de même, les sons virtuels, alors c'est un mouvement, par exemple, un mouvement vibratoire, puisque Mersenne a écrit beaucoup de traités sur la musique, et donc mouvements vibratoires qui apparaissent comme étant les causes des sons actuels. Alors il ne faut pas encore dire réels, il faut dire actuels, les sons actuels qui sont perçus par l'oreille. L'événement le plus important, me semble-t-il, dans cette période, c'est 1674. Parce que 1674, c'est la date de parution d'un grand traité de mathématiques. Alors, quand on dit mathématiques, il faut l'entendre vraiment au sens large, parce que les mathématiques, à l'époque, ça correspond aussi bien à l'astronomie qu'à l'optique, que la musique, la façon de construire les fontaines, etc. Bon, bref. Donc, traité de mathématiques, très vaste, écrit par un père jésuite, Claude de Chasles. Parce que dans ce traité, et en particulier la partie optique du traité, Claude de Chasles va introduire une nouvelle dénomination. D'une part, il va parler de foyer virtuel, et surtout, il va parler d'image virtuelle. Alors l'image virtuelle, en substance, on savait bien ce que c'est. Par exemple, c'est l'image vue dans un miroir. Alors, elle est virtuelle parce qu'on ne peut pas la recueillir sur un écran. C'est pas une peinture, c'est pas une pictura. Elle est immatérielle. Et elle est virtuelle parce qu'elle donne l'impression que l'objet n'est pas là où il se trouve, puisqu'on a l'impression que l'objet se situe au-delà du miroir. Alors évidemment, il est en deçà. Et donc, il introduit ce terme dans le cadre d'une optique géométrique, d'une optique véritablement scientifique, presque keplérienne, on pourrait dire. Sauf que ce terme, il fait une sorte de jonction entre donc, cette optique mathématique nouvelle et la tradition ancienne de la théorie de la vision, de la théorie des espèces d'origine médiévale qui expliquait entre autres, les sensations et en particulier la vision. Alors pourquoi est-ce que c'est un moment décisif 1674 ? La première édition du traité, il y en aura une seconde un peu plus tard. C'est un moment décisif au moins pour trois raisons. Parce que, premièrement, virtuel devient cette fois-ci associé à la notion de fiction. Et c'est nouveau. Enfin, pas tout à fait, mais c'est quand même un moment décisif de ce point de vue-là. Parce que le virtuel, c'est du comme si, ça devient du comme si. Alors pas n'importe quelle fiction, une fiction tout à fait rationnelle. Bon. Ensuite, en second lieu, c'est un moment décisif parce que c'est à ce moment-là que se met en place l'opposition virtuelle-réelle. Alors que jusque-là, en gros, il n'y en était pas question. Parce que dans le vocabulaire des géomètres, des opticiens, des mathématiciens, des scientifiques, et cela jusqu'à aujourd'hui, image virtuelle, ça s'oppose à image réelle. Qu'est-ce que c'est une image réelle ? C'est une image, une pictura, c'est-à-dire c'est une image de même statut que les dessins qu'on pourrait faire sur un papier, c'est une image qu'on pourrait recueillir sur un écran. Ça, c'est une image réelle. Et donc, tout naturellement, image virtuelle, ça s'oppose à image réelle. Et donc, à partir de là, cette opposition va s'imposer, alors que jusque-là, elle n'existait pas. Et virtuel, ça s'opposait plutôt à actuel que à réel. Mais ça veut dire qu'on va avoir tendance à penser, d'ailleurs c'est en lien avec le premier point, que virtuel, ça veut dire que ce n'est pas réel. Jamais personne n'avait pensé ça jusque-là. Et troisièmement, et c'est plus important, grâce à ce traité qui est parfaitement sérieux, parfaitement scientifique, ça veut dire que le lexique de la virtualité va entrer de plein pied dans les sciences dures et va être admis par les scientifiques. Alors ça, c'est vraiment un hasard, parce qu'on ne s'attendrait pas à ce que ce mot, avec toutes les connotations médiévales, scolastiques qu'il comporte, on ne s'attendrait pas à ce qu'il soit admis aussi facilement, en quelque sorte, par les scientifiques. Mais le fait est que, voilà, c'est le moment décisif, et il me semble que c'est le moment décisif pour expliquer le sens actuel, ou en tout cas les emplois actuels du mot virtuel et du lexique de la virtualité. Parce que, si on continue de survoler
l'histoire, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, alors déjà, au XVIIIe siècle, on va trouver par exemple, chez Rousseau, des facultés virtuelles. Bon, mais enfin, ça, c'est dans le champ de la philosophie. Mais le plus important, c'est dans le champ des sciences, parce que d'Alembert va parler de la vitesse virtuelle. Donc, c'est bien la preuve que le mot est admis, en quelque sorte, dans le vocabulaire ordinaire des savants. Ça ne s'arrête pas là. Vitesse virtuelle, travail virtuel. Ensuite, au tournant du 19e, 20e siècle, on va avoir le mouvement virtuel, qui est un concept à cheval entre la physique et la psychologie. Dans le domaine de la psychologie, on va avoir les objets, les espaces, l'espace virtuel chez Henri Wallon. On va avoir aussi l'objet virtuel, c'est un psychologue américain, James Gibson. Voilà, c'est bien la preuve que le mot est admis. Il fait partie du vocabulaire aussi bien des sciences humaines que des sciences dures. Alors, c'est ça qui explique les emplois actuels. Parce que, au moment de la naissance de la physique quantique, un des concepts qui va être proposé, qui va être expérimenté, c'est celui d'oscillateur virtuel. Et donc, ça veut dire que ce terme est admis par les pères fondateurs de la physique quantique. Or, si on se transporte cette fois-ci, on va assez vite en survolant l'histoire, donc si on se transporte cette fois-ci dans les années 60 du XXe siècle, donc la fabrication des premiers ordinateurs, enfin pas tout à fait les premiers, mais les premiers ordinateurs modernes avec des transistors, et ben évidemment les premiers informaticiens sont des physiciens. Et donc pour eux, ben, c'est tout à fait naturel d'utiliser ce terme. Et donc il va être question de mémoire virtuelle. Et c'est ça, alors mémoire virtuelle, c'est des trucs qu'on peut utiliser pour faire croire au programmeur, à l'utilisateur de l'ordinateur, qu'il a à sa disposition une mémoire plus étendue que la mémoire réelle, physique de la machine. Donc c'est un tour de passe-passe, la mémoire virtuelle. Mais c'est le point d'entrée de virtuel, du lexique de la virtualité, dans l'informatique. Alors il reste une seule étape, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir, cet emploi-là, bon, il fait partie de l'informatique, mais il n'a rien à voir avec les emplois actuels. Enfin, ce n'est pas l'emploi principal. L'étape suivante, la dernière, dans mon enquête, c'est 1968. Parce que 1968, c'est la date où Ivan Sutherland, écrit un article qui explique le fonctionnement de ce qui deviendra un visiocasque. Alors évidemment, on ne l'appelle pas encore visiocasque, on appelle ça une épée de Damoclès, parce que c'est une espèce de casque qui est tellement lourd qu'il faut qu'il soit maintenu au plafond. Et donc le cobaye a devant les yeux deux petits écrans de télévision où se dessinent des traits. Alors c'est très rudimentaire, mais enfin ce sont des traits qui varient selon la position de sa tête et la direction de son regard, etc. Donc ce sont des images de synthèse, ce qu'on appellera ensuite des images de synthèse, très très rudimentaires, elles sont calculées par l'ordinateur. Et il se trouve, mais c'est tout à fait logique, que Sutherland va nommer ces images des images virtuelles. C'est tout à fait logique qu'il emploie ce terme, puisque de toute façon c'est un terme qui existe depuis le XVIIe siècle en optique, c'est un terme que tout le monde connaît dans les différents domaines scientifiques. Et donc, voilà, quand Sutherland écrit dans son article que c'est une image virtuelle, évidemment, il invente le sens actuel, exactement le même que lorsque on parle de la réalité virtuelle. Pourquoi il n'y avait pas besoin, enfin du point de vue qui était le mien, dans l'objectif qui était le mien, qui était surtout quand même historique, il n'y avait pas besoin d'aller vraiment plus loin, parce que c'est à ce moment-là qu'on a l'acte de naissance, l'article de 1968, où le mot virtuel prend le sens, acquiert le sens qu'il a encore aujourd'hui. Alors donc on voit bien que ça a été une série incroyable de hasards,
Parce que si ces traducteurs de la Bible n'avaient pas eu l'idée de traduire dynamis par virtus, bon, eh ben, il ne serait pas question de virtualité sans doute aujourd'hui. Si Boès n'avait pas utilisé ce mot virtus pour qualifier cette totalité très particulière qui est celle de l'âme, en regard de ses facultés, si De Chasles n'avait pas inventé cette expression image virtuelle au sein même d'un traité d'optique parfaitement sérieux, si Sutherland, etc., mais on voit bien qu'il y avait très très peu de chances finalement pour que ce terme, avec encore une fois, toutes les connotations sulfureuses qu'il pouvait avoir à l'époque médiévale, il y avait très 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 peu de chances pour que ce terme fasse partie de notre vocabulaire ambiant et que nous-mêmes nous soyons en quelque sorte immergés dans un tout virtuel.